Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir à cet air que l'on respire. Est-il si pollué que cela ? Eh bien, visiblement, oui, si l'on en croit cette décision de justice historique qui reconnaît un premier cas de victime de la pollution en France. Une pollution qui est démultipliée en ce moment avec les grandes chaleurs. Alors, faut-il interdire les voitures ? Comment agir concrètement sur la qualité de l'air ? C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Mais tout de suite, c'est-à-dire... Bonsoir Guillaume de Noix de Saint-Marc. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association française des victimes du terrorisme. Il y a 3 ans et demi, les attentats du Bataclan faisaient 130 morts. Un téléfilm diffusé ce soir sur France 2 revient sur cette terrible tragédie. Ce soir-là et les jours d'après abordent entre autres les conséquences psychologiques sur les survivants, des rescapés qui souffrent souvent de chocs post-traumatiques. Et c'est ce qui est arrivé à Guillaume Valette. 31 ans, survivant du Bataclan, il s'est suicidé 2 ans plus tard. Et la justice vient tout juste de reconnaître son statut de victime directe des attentats. Il est donc la 131e victime des attentats. En tout cas, c'est ce que nous considérons avec ses parents et je dirais que les juges d'instruction aussi. Maintenant, on verra si ça ira jusqu'au bout, mais toujours est-il que c'est un cas qui est très intéressant. Parce que d'abord, il y a eu plusieurs attentats et plusieurs suicides très longtemps après les attentats. De survivants. Et là, c'est flagrant dans le sens où il a été hospitalisé juste après le Bataclan, qu'il n'a jamais été hospitalisé avant, qu'il n'y avait aucun problème. Et le lien de corrélation entre l'attentat et son suicide est assez évident. Jusqu'à aujourd'hui, vous disiez que les rescapés d'attentats qui mettaient fin à leur jour n'étaient pas considérés finalement comme des victimes directes. Pas toujours, parce que le grand problème, c'est d'arriver à trouver qu'il y a un rapport de cause à effet. On s'aperçoit qu'il y a un taux de mortalité en fait, des victimes, des survivants de terrorisme qui est beaucoup plus important que les autres, pour différentes raisons. Les gens contractent des maladies, ont des cancers, certains mettent fin à leur jour. Voilà, c'est une vie qui est compliquée, la vie d'après est tout un parcours, j'allais dire, du combattant, parce qu'il faut se battre contre soi-même, arriver à reprendre goût à la vie, avoir envie de vivre, ce qui n'est pas toujours évident. Et bien sûr, il faut mettre tout un environnement autour pour accompagner. On va y venir justement. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler. C'est une décision symbolique aussi pour toutes les autres victimes, effectivement, rescapées aujourd'hui. C'est très important et ça permet aussi d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a des choses à faire, que tous ces adolescents, c'est souvent les jeunes adultes, des adolescents qui ont vécu ça. Il faut les accompagner de façon très pointue. Alors Guillaume Valette parlait très peu de ce qu'il avait vécu. Ses parents ont découvert très tard l'ampleur de son traumatisme. Et voilà ce qu'il raconte, ses parents, dans une interview. Il refusait d'en parler. C'est seulement après sa mort qu'on a découvert le rapport de police caché dans sa chambre. Il avait été très marqué par l'image d'une femme morte à ses côtés, les yeux fixes, tournés vers le plafond. Garder le silence, c'est normal. C'est un passage obligé où ça doit... alerter les proches. Ça doit alerter les proches, ça c'est clair. Il faut arriver à ce que les personnes puissent verbaliser, puissent être accompagnées. C'est très compliqué de raconter sa vie à des gens qui n'ont pas vécu la scène ou qui n'ont pas vécu une scène identique ou similaire. Et c'est pour ça qu'il est important que tous ces jeunes, enfin tous ceux qui sont impactés, puissent rencontrer d'autres victimes, peut-être d'autres attentats, pour pouvoir partager, avoir une écoute attentive. Une écoute sans angoisse, parce qu'on sait par où on est passé, on est nous-mêmes victimes, donc on n'a pas peur de l'histoire de l'autre. Oui, c'est important, vous dites, cette sociabilisation avec des... C'est indispensable, c'est-à-dire qu'en fait, une victime du terrorisme a perdu le contrôle de sa vie. Le grand souci, en plus, c'est que la cible, c'est pas elle, c'est la société. Elle est l'outil pour frapper la société. Et donc, elle a un rapport très compliqué, psychiquement, mais aussi socialement, avec la cible véritable qu'est la société. Et la société, ne la comprenant pas, en tout cas c'est le sentiment qu'a une victime, et du coup se rejette de la société elle-même. Et très difficile à accepter. Tout le travail, c'est d'arriver à ce que recréer ce lien avec la société. Alors, on va voir... Et les victimes précédentes sont souvent des moyens, justement, de faire des passages, de passer, et surtout d'alerter pour qu'il y ait vraiment des soins
adapté qui soit On donné. va voir justement une scène du film diffusé ce soir où les rescapés se retrouvent entre eux au café et qui rejoint ce que vous dites. Ça peut apparaître comme une scène anecdotique quand on sort d'un attentat aussi violent et vous dites que c'est tout le contraire. Je vous propose qu'on regarde cette scène. Attends, mais non, mais c'est pas vrai. Incroyable. Tenez, prenez chef. Oui, on va se décaler. Décalez-vous. Je m'appelle Karan. Comme vous n'avez pas répondu, je pensais pas que vous viendriez. C'est mon fils qui est tombé sur le site et sur le forum, j'ai vu que tout le monde se réunissait ici. Oh, c'est génial. Alors là, on voit la rencontre avec d'autres rescapés qui est très importante. Et puis il y a aussi la prise en charge des survivants. Vous dites on n'accompagne pas du tout de la même manière quelqu'un qui souffre d'une dépression grave de quelqu'un qui a vécu un choc post-traumatique. Dans le mot choc post-traumatique, il y a le mot choc et post-traumatique, traumatisme. Donc ça veut dire qu'il y a une effraction psychique qui est faite et le cerveau, pour se protéger de ça, fait que, vulgairement, ce que je dis, on est à côté de ses pompes. C'est-à-dire qu'on se voit vivre, mais il y a un décalage, il y a une protection qui se met en place pour qu'on ne sente pas la douleur et pour qu'on soit spectateur de sa propre vie. Et c'est d'ailleurs ce témoignage que je voulais vous montrer de Thibaut, 28 ans, qui est rescapé du Bataclan, qui témoigne dans Le Parisien aujourd'hui. Et il parle justement de ce déni et de l'humour grinçant qu'il utilise comme un bouclier. Voilà ce qu'il dit. C'est juste après le Bataclan. J'étais dans un taxi avec d'autres victimes et je leur ai dit « J'espère qu'ils vont au moins nous rembourser la place de concert ». C'était une façon de me protéger pour ne pas sombrer. Exact. Ça fait partie des symptômes d'un choc post-traumatique. Alors, ça peut faire partie, ça ne suffit pas, mais effectivement, c'est aussi cette distance qu'il est nécessaire de prendre par rapport à l'événement. Et le problème, c'est d'arriver à reprendre une place normale. Et le grand problème du choc post-traumatique, c'est qu'en fait, on a pris cette distance et on ne revient plus, et on la garde. Et c'est quelque chose qui peut s'aggraver aussi avec très longtemps dans le temps par un événement soudain. J'ai un ami qui a eu un choc post-traumatique 40 ans après l'attentat dans lequel il avait été blessé. Donc vous dites en gros, tout peut en apparence aller plutôt bien pendant 40 ans et ça peut se déclencher bien plus tard. Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait une prise en charge dès le départ pour arriver à ce que, finalement, dédramatiser les choses et identifier qu'il y a un choc post-traumatique latent pour pouvoir travailler dessus et arriver à ce que les personnes reprennent le contrôle de leur vie, intègrent ce qui s'est passé comme étant un élément fondamental, non douloureux de leur nouvelle vie, et arrivent à se projeter dans le futur. Votre association existe depuis plus de 10 ans. J'imagine que vous avez vu les prises en charge évoluer. Est-ce qu'elle s'est fortement améliorée? Est-ce que c'était la même chose il y a 10 ans? Non, alors, non seulement j'ai une histoire de 10 ans, parce que 10 ans, c'est la vie de la EVT, mais moi-même, j'ai perdu mon père dans un attentat il y a 30 ans. Oui. Au-dessus du Niger, il y avait 170 morts, effectivement, Exactement. Et votre papa faisait partie des victimes. Et donc, j'ai connu la mise en place de tous les systèmes, la mise en place d'abord de rien, puis petit à petit de tous les systèmes qui se sont mis en place. Il y a un énorme progrès qui a été fait. Sur le choc post-traumatique, on s'aperçoit qu'il y a encore des lacunes. Il y a des centres qui sont mis en place en France, à l'initiative de la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes. Il y a un centre national de ressources et de résilience qui va rassembler toutes les connaissances liées au choc post-traumatique et des centres régionaux qui, eux, vont pouvoir donner des soins. Donc et des tout ça, efforts ont vraiment été faits sont en train d'être faits. Les attentats du 13 novembre et ceux du 14 juillet ont été ceux de Nice ont été des cris d'alarme, des sonnettes d'alarme qui ont fait que tout le système de la prise en charge des victimes du terrorisme a été remis à plat, a été amélioré en partenariat avec les associations d'aide aux victimes et de victimes, ce qui maintenant permet d'améliorer la prise en charge de l'ensemble des victimes, quelles que soient les causes. Merci à vous. Merci à vous. Merci Guillaume de Saint-Marc d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de l'Association française des victimes du terrorisme et je vous encourage à regarder ce téléfilm ce soir sur France 2 à 21h. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la qualité de l'air que l'on respire. Alors, est-elle très polluée? Eh bien, la réponse est oui. Il y a une pollution qui est démultipliée en ce moment avec les grandes chaleurs. Qui est responsable? Faut-il interdire la circulation des voitures? Comment agir concrètement sur la qualité de l'air? C'est dans l'air est intitulé ce soir Canicule, pollution, ça chauffe pour la voiture. Bonne émission à vous.